Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les greniers des savoirs. Nous recevons aujourd'hui le professeur Boubacar Baïdar. Bonjour professeur. Bonjour, professeur. Bonjour, ça va? Ça va bien. Professeur, vous êtes enseignant-chercheur au département de gestion à la faculté des sciences économiques et gestion de l'université Abdou Moumouni. Et vous êtes professeur titulaire agrégé des universités en sciences de gestion. Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours, professeur? Oui, merci beaucoup, professeur. Et merci de m'avoir invité. Je ne sais pas comment me présenter. Je suis professeur Boubacar Baïdar, comme vous l'avez dit. J'ai 57 ans aujourd'hui. Et mon parcours universitaire, j'ai eu le bac G2 à l'université, disons au lycée technique de Maradi en 1985. Après, je suis rentré à la faculté, à l'époque la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université Abdou Moumouni. C'est là où j'ai eu mon doc. Après, j'ai passé la licence en sciences économiques et gestion, option gestion, et après la maîtrise, toujours en gestion. Après la maîtrise, je suis parti faire le service civique. Après, je suis parti à Ouaga, à l'époque à l'ESSEC, École des sciences économiques, au niveau de l'université de Ouagadougou à l'époque, où j'ai passé une formation, le 2A, le diplôme d'études approfondies en sciences économiques. Vous notez bien que j'ai commencé par la gestion. Après, je suis parti à Ouaga faire un 2A en analyse économique. Et comme je ne voulais pas continuer en sciences économiques, je suis parti en France l'année suivante, en 1991, où j'ai passé le diplôme d'études approfondies, cette fois-ci en sciences de gestion. Et j'ai continué pour poursuivre mes études, où j'ai obtenu le doctorat en sciences de gestion en 1995 dans la même université, l'université de Poitiers en France. Donc voilà mon parcours universitaire. Merci beaucoup, professeur. Et le thème de votre thèse, c'était sur quoi? Oui, ma thèse portait sur intégration internationale et contrôle de gestion au sein des multinationales françaises implantées en Afrique. C'est ça le thème sur lequel j'ai passé mon doctorat en sciences de gestion. Et depuis 1995, vous enseignez la gestion au Niger et dans la sous-région? Oui, j'enseigne la gestion, plusieurs disciplines de gestion au Niger et dans pratiquement la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, mais aussi en France et à Luxembourg. Alors, par rapport à justement l'enseignement, que 28 ans d'enseignement, notamment au César à Dakar. Oui, Centre africain d'études supérieures en gestion. Oui, au César. Oui. En fait, j'ai réellement commencé à l'université Abdou Moumouni. Quand j'ai obtenu mon doctorat, et la même année, je suis rentré à l'université Abdou Moumouni, où j'ai commencé à enseigner là-bas. Et j'étais le chef de département adjoint en économie. Donc j'ai passé 5 ans. Et après, je suis parti. J'ai fait un tout petit passage en Côte d'Ivoire où je me suis occupé d'un certain nombre de programmes qui étaient délocalisés par une université française à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Je suis resté là-bas pendant un peu plus d'1 an. C'est après que je suis parti au Centre africain d'études supérieures en gestion, en réalité qui est un établissement international, un établissement public international qui appartient au pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA,
et qui est sous la tutelle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. C'est là où je suis resté. Mais j'étais détaché. Voilà, j'étais en position de détachement de l'université Abdou Moumouni à la BCAO. C'est là-bas où je suis resté, j'ai enseigné les sciences de gestion. Merci beaucoup, professeur. Et de ces enseignements au Niger, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, bon, au Sénégal, c'est un établissement public international sous la tutelle de la BCAO. Et quelle expérience tirez-vous de ces différents centres d'enseignement? Oui. C'est vrai que le fait que j'ai travaillé d'abord en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal, et surtout au Sénégal, parce que le CESAG, c'est un carrefour. Et parmi les classements, on peut considérer que le CESAG est vraiment le centre en management, je dis bien en management, le plus prestigieux. Le plus prestigieux. Et là, j'ai vraiment rencontré dans mon domaine des sciences économiques et de gestion et les grandes personnalités qui comptent dans le domaine, que ce soit en Afrique, que ce soit au niveau international. Et j'ai occupé aussi plusieurs postes. Et quand j'ai été recruté au César, j'étais d'abord le conseiller du directeur général. Et je me suis occupé principalement de la pédagogie. Toutes les réformes au niveau pédagogique, c'était moi qui les avais portées, notamment le basculement de ce qu'on appelait à l'époque les diplômes d'enseignement supérieur, le basculement vers le DSS, le diplôme d'études supérieures spécialisées. Et puis la LMD, tout ça c'est moi qui les avais portés. Après j'ai occupé aussi le poste de coordonnateur du programme Master en Banque et Finance, qui est un programme très célèbre qui a été classé premier dans le domaine des business administration. Donc Master en Business Administration dans le domaine de la banque et de la finance. En Afrique, c'était le meilleur programme à l'époque parce que ça a été créé par les banques centrales, la BCAO pour l'Afrique de l'Ouest, la BEAC pour l'Afrique centrale et la Banque de France. Et ces banques ont mis beaucoup de ressources financières, mais aussi ont fait appel à de prestigieuses universités au niveau africain, au niveau européen, au niveau américain. Et grâce à ces collaborations, beaucoup de personnalités, beaucoup d'enseignants, de professeurs de haut niveau ont intervenu dans ce programme-là. Donc après ce poste, le poste du directeur général du CESAG était vacant. Et après un appel à candidature au niveau international, j'ai postulé et je suis devenu le directeur général du CESAG. Et là, j'ai géré ce centre-là pendant 5 ans. Et c'est à la fin de mon mandat que je suis revenu à l'université Abdou Moumouni. Là, vraiment, ce parcours m'a permis d'apprendre beaucoup sur le plan théorique, mais surtout sur le plan pratique, sur le plan managérial, comment gérer un centre de formation, comment gérer un établissement d'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, professeur. Vraiment, ce centre, c'est un centre prestigieux parce que quand on parle, on rencontre des collègues, souvent ils disent je connais le professeur Baydari, vous êtes très, très connu à l'extérieur. Mais quand au Niger, à Niamey, quand on parle de Baydari, les collègues, il y en a qui disent j'ai entendu parler de lui. Mais à l'extérieur, c'est directement les gens qui viennent vers nous parler de vous et de tout ce que vous avez eu à faire au niveau de ce prestigieux centre africain d'études supérieures en gestion. Donc c'est de 2013 à 2018. Et après, maintenant, en termes de fonction, vous êtes aussi le doyen de la faculté
des sciences économiques et gestion à l'UAM. Tout à fait, tout à fait. En fait, quand j'étais détaché au CESAG, j'avais le statut d'enseignant permanent du CESAG, mais quand même détaché. C'est l'université Abdou Moumouni qui m'a permis de postuler à l'ensemble de mes grades. D'abord le grade de maître assistant, et puis c'est avec toujours l'université Abdou Moumouni que j'ai passé mon agrégation en sciences de gestion. Et je profite pour remercier l'ensemble des différents recteurs avec lesquels j'ai pu quand même garder le contact, parce que je venais régulièrement enseigner à l'université Abdou Moumouni. Donc c'était une reconnaissance de la manière dont j'ai gardé les relations. Ils ont accepté quand même d'apporter mon dossier au niveau du CAMES, ce qui m'a permis d'avoir les différents grades du CAMES avec l'université Abdou Moumouni. Donc quand mon mandat de directeur général était terminé, j'avais le choix soit de rester au CESAG, soit de rentrer. C'était vraiment difficile de choisir, mais finalement j'ai choisi de rentrer parce que je me suis dit que sur le plan d'utilité sociale, c'est vraiment au Niger que je me sentais plus utile, parce que j'ai tout donné à l'extérieur. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis plus connu à l'extérieur qu'au Niger. Je suis rentré à l'université Abdou Moumouni en 2018, voilà, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Après un an, et disons la communauté de la faculté m'ont sollicité pour postuler, être doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion. Après beaucoup d'hésitations, je l'ai accepté. Parce que j'ai passé pratiquement toute ma carrière dans l'administration. En rentrant au Niger, je me suis dit, là, cette fois-ci, je vais me reposer. Je vais me consacrer plus à l'encadrement des jeunes. Mais je me suis retrouvé maintenant doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion. Dieu merci, je pense que depuis 3 ans, nous avons quand même fait un travail qui est reconnu aujourd'hui par toute la communauté universitaire. Et avec les collègues, avec les PAT, les étudiants, nous avons quand même réussi à avoir quelques résultats. Merci beaucoup. Et donc, c'est l'expertise, votre expertise est reconnue dans le domaine de la conception des structures de formation et de recherche et dans le fonctionnement d'organes de gouvernance. Tout à fait, oui. Voilà. Oui. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais au CESAG, j'ai eu la chance de côtoyer les meilleurs dans le domaine. Et je commence par la réforme LMD. Le CESAG a commencé bien avant, je dirais, la plupart des établissements d'enseignement supérieur de notre sous-région. La réforme du LMD au niveau du moment, disons, la directive, je pense que ça date de 2007. Mais le CESAG est rentré déjà dans la réforme LMD, si je me rappelle bien, en 2003 déjà. Parce que nous avons reçu une formation en France. J'ai eu la chance d'être en mission là-bas, où on discutait beaucoup de la réforme LMD en France. Et j'ai pu avoir une formation là-bas. Et dès que je suis rentré au CESAG avec les collègues, avec des experts, notamment au niveau de la France, nous avons fait la réforme LMD au niveau du CESAG. Cela m'a permis d'accompagner vraiment plusieurs établissements dans le domaine, que ce soit des établissements privés et des établissements publics. Toujours au niveau de la conception, le CESAG étant un carrefour, je dirais, de grande renommée au niveau de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle,
nous avons eu à mettre en place plusieurs réformes, à concevoir plusieurs programmes. J'ai parlé tout à l'heure du programme Master en Banque et Finance, qui est un programme en réalité qui était simplement logé au CESAC, mais ça couvrait l'ensemble des pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale dans le domaine de la banque et de la finance. Nous avons aussi eu l'occasion de mettre en place un programme qui concerne le suivi et évaluation avec la Banque mondiale. Donc tout ce qui concerne le suivi et évaluation, la gestion axée sur les résultats, il y a un grand programme qu'on appelle CLIA. Et c'est nous qui l'avons conçu. Et il y a aussi un grand programme dans le domaine du leadership qu'on appelle IALI. Ceux qui sont dans le domaine doivent connaître. Et c'est un programme qui a été mis en place par le président Obama, l'ex-président des États-Unis. Ça concerne la formation des jeunes africains dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans le domaine du leadership. Là aussi, c'est nous qui avons vraiment fait en sorte que ça soit logé au CESAC. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps pour pouvoir concevoir le projet. Et c'est après une compétition au niveau international que le CESAC a été vraiment accepté pour pouvoir délivrer ce programme-là. Et dans le domaine de la recherche, nous avons aussi conçu un grand programme au niveau de la gouvernance universitaire. Ça concerne tous les pays de l'UEMOA. Donc c'est un programme qui a commencé après la réforme LMD de 2007 jusqu'en 2011. Ça couvre tous les pays de l'UEMOA. Il s'agissait de voir comment nos universités sont gouvernées. Donc au niveau des conseils d'administration, au niveau des conseils d'université, comment c'est gouverné, quel est l'impact que cela pouvait avoir sur le fonctionnement de ces universités. Et là, voilà vraiment quelques exemples que nous pouvons donner en ce qui concerne la conception. Mais nous avons aussi rentré au Niger, aussi, nous avons mis en place un laboratoire de recherche, le laboratoire de recherche sur les dynamiques managériales, qui est l'unique laboratoire en sciences de gestion au Niger. Nous avons aussi conçu le centre de formation à l'expertise comptable au Niger. Là aussi, c'est un programme au niveau international qui concerne tous les pays de l'UEMOA. Et tous les pays de la sous-région ont ce centre-là. Certains ont 2 centres. Le Niger n'en avait pas. Et nous avons fait en sorte que le Niger puisse avoir un centre dans ce domaine-là pour former les experts comptables. Et là, nous avons conçu le projet qui est mis en place par l'université Abdou Moumouni, l'ENA et puis l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Niger. Donc voilà quelques exemples dans le domaine de la conception de programmes d'enseignement supérieur et de recherche. Merci beaucoup, professeur. C'est très, très intéressant. Parce que là, c'est vrai qu'il y a des termes qu'on entend souvent comme gouvernance universitaire. Comment ce terme est perçu au niveau des universités publiques du Niger? En fait, d'une manière générale, ce qu'on appelle la gouvernance, c'est faire en sorte que, je dirais, comment ceux qui ont mis en place une organisation puissent, entre guillemets, contrôler ceux qui exécutent, donc ceux qui s'occupent des activités. Le terme, c'est d'abord au niveau des entreprises privées où les actionnaires créent une entreprise et mettent en place en général un conseil d'administration. Et le conseil d'administration a pour rôle de contrôler la gestion
de la direction générale. Okay. Donc c'est pour gouverner, contrôler, pour que, disons, entre guillemets, le directeur général puisse être contrôlé, pour que le directeur général ne privilégie pas ses intérêts, pour que les intérêts des actionnaires aussi puissent être sauvegardés. Et la gouvernance s'intéressait plus aux entreprises privées, notamment les grandes entreprises. Et nous avons mis en place un programme où on s'est dit, mais est-ce que cette conception de la gouvernance s'applique à l'ensemble des types d'organisations? Et nous avons commencé à interroger les universités. Est-ce que ça marche, ce type de gouvernance? Est-ce que dans les petites et moyennes entreprises, la gouvernance telle que c'est perçu, est-ce que ça passe? Nous avons essayé de voir aussi dans les coopératives, est-ce que ce type de gouvernance, ça marche tel que ça a été défini? Donc, d'une manière générale, c'est la gouvernance dans des organisations spécifiques. C'est ça la thématique globale, même sur laquelle nous avons travaillé. Mais nous avons commencé par les universités, que ce soit les universités publiques, que ce soit les établissements privés. On s'est dit que lorsqu'on crée une université publique, par exemple, il y a un recteur et l'ensemble des doyens. Comment l'État peut s'assurer que les recteurs et les doyens sont en train de gérer les activités d'enseignement et de recherche pour le bien commun? Le bien commun, cela veut dire l'État, mais de l'ensemble de la société. C'est ça que l'idée nous est revenue. Et nous avons mis en place le programme qui concerne les 8 pays, disons les 7 pays, parce que nous avons eu un peu de difficultés pour aller vers la Guinée-Bissau. Mais nous avons mis en place ce programme-là avec des antennes dans tous les pays. Évidemment, notre université était concernée et à travers la faculté des sciences économiques et juridiques à l'époque. Donc ce que nous avons constaté, c'est d'une manière générale, il y a eu une évolution dans la gouvernance. Il y a eu une évolution où au début, la gouvernance était fermée, notamment le staff et puis les doyens, les enseignants-chercheurs principalement. C'est ce qui a été constaté et que les universités à l'époque se considéraient comme vraiment l'enseignement supérieur. Des fois, même un recteur se considérait même comme un ministre de l'enseignement supérieur, parce qu'à l'époque, il y avait simplement 1 ou 2 universités dans la plupart de ces pays-là. Mais maintenant, la gouvernance est inclusive. Quand on dit inclusive, ça concerne l'ensemble des parties prenantes. Quand on regarde la gouvernance aujourd'hui dans les universités, ça peut être un conseil d'administration, ça peut être un conseil d'université. Pour notre cas, c'est un conseil d'université. Sa composition, c'est l'ensemble de la communauté. Vous avez les recteurs, les vice-recteurs, vous avez l'ensemble des doyens, les directeurs, vous avez les étudiants, vous avez les représentants des PAT. Donc c'est vraiment inclusif, même les ministères. Voilà, voilà il y a des représentants. Ce qui fait qu'en termes d'inclusivité, on considère que ça respecte ce que nous appelons les bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance. Mais il reste beaucoup à faire parce que, en analysant, nous avons constaté que le nombre est très élevé. Normalement, en termes de gouvernance, l'organe de gouvernance, au-delà de 12, ça commence à être élevé. Et quand vous regardez, vous avez été membre du conseil d'université à l'UAM, vous voyez comment ça fonctionne. On ne peut pas réellement dire que c'est efficace. Le nombre de personnes est extrêmement élevé. Et deuxième critère, ça change très souvent. Vous êtes doyen, vous n'êtes pas doyen, c'est fini, on vous change. Au niveau des ministères, le représentant change tous les jours. Au niveau des étudiants, c'est le syndicat, etc. Ce qui fait que la gouvernance n'a pas de mémoire.
D'autre part, ce ne sont pas des spécialistes. C'est-à-dire les gens qui viennent, ils ne comprennent pas de quoi on parle. Et alors que de plus en plus, on veut que les membres des conseils d'administration soient des spécialistes du domaine. Et ils doivent être permanents. Ils doivent avoir des mandats pour que la gouvernance, le conseil d'administration, le conseil d'université puissent avoir quand même une mémoire. Voilà, pour se rappeler de ce qui s'est passé, etc. etc. Mais on a senti l'évolution, mais en termes de fonctionnement quand même, on peut considérer que ce n'est pas tout à fait efficace en prenant simplement ces deux critères en termes de composition, mais en termes de la qualité, des membres leur changement est très fréquent. Nous avons constaté, parce que notre recherche concerne aussi les établissements privés. Les établissements privés n'ont pratiquement pas de gouvernance au vrai sens du terme. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes. Quand vous suivez les établissements privés, vous constatez que réellement, il y a des problèmes. L'exécutif n'est pas contrôlé en réalité. Les différents ministères dans les différents pays ont essayé de mettre en place des dispositifs, mais malheureusement, ces ministères même n'ont pas les moyens de pouvoir les contrôler. Ce qui fait que quand on rentre un peu dedans, on ne peut réellement pas considérer que ces établissements fonctionnent bien. Vraiment, ils ne suivent pas, je dirais, les bonnes pratiques en termes de gouvernance. Merci, professeur. Ça, c'est très, très intéressant parce que, en ce moment, on parle beaucoup d'entrepreneuriat des jeunes, de création d'entreprises, de sociétés et même des associations. Mais ça, ce sont des structures, des organisations, souvent qui sont confrontées à des problèmes de gestion. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des structures qui forment les gens avant qu'ils se lancent dans ces genres de projets? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, j'ai parlé de YALI, Young African Leaders Initiative, qui a été mise en place par le gouvernement américain à travers l'USAID, leur organe de coopération. C'est un programme qui est logé pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui est logé au CESAC. Et c'est nous qui l'avons... Nous avons conçu le projet qui a permis au CESAC d'être l'établissement qui loge ce programme-là. C'est toujours en cours? C'est toujours en cours, c'est toujours en cours. Okay. Oui, c'est un programme qui est toujours en cours. Normalement, j'ai reçu les alumni, ils vont organiser normalement un forum dans les jours à venir au niveau de notre pays. Donc pour revenir là-dessus, je dirais que ça, c'est un programme qui les forme. On forme déjà des jeunes qui veulent entreprendre dans le domaine, les différents domaines du secteur d'activité. On les forme en entrepreneuriat, on les forme au niveau du leadership, mais on les forme aussi dans l'engagement citoyen, la citoyenneté. On les forme aussi dans le domaine. Nous avons aussi vraiment conseillé les universités à mettre en place déjà des dispositifs permettant aux jeunes d'être formés dans le domaine de l'entrepreneuriat déjà pendant qu'ils sont sur les bancs. Dieu merci, à l'université Abdou Moumouni, nous avons un incubateur. Donc normalement, le rôle des incubateurs, c'est d'accompagner les jeunes qui ont des projets pour que, avant même que le jeune ne quitte les bancs de l'université, pour que le jeune puisse avoir des idées de projets, puisse être intéressé par l'entrepreneuriat, parce que l'État ne peut pas recruter tout le monde, pour qu'il puisse avoir les compétences permettant de mûrir ses idées jusqu'à la création de son entreprise, mais aussi être capable de gérer son entreprise. Merci beaucoup, professeur. Toujours concernant la gestion, souvent, quand
on entend souvent, on dit, ah, c'est la mauvaise gestion. Bon, donc, on s'attaque à la mauvaise gestion, mais on ne préparait pas les gens au départ à la bonne gestion. C'est ça. Voilà. Oui, la gestion en tant que discipline, c'est vraiment faire en sorte que on puisse avoir un certain nombre de ressources. C'est-à-dire que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources technologiques, les ressources d'information, on puisse les avoir et les combiner d'une manière efficace, c'est-à-dire atteindre les objectifs, mais aussi d'une manière efficiente, en économisant le maximum possible pour que les objectifs de l'organisation puissent être atteints. Cela veut dire que lorsque vous êtes un gestionnaire, donc vous êtes à la tête d'une organisation, votre rôle, c'est de faire en sorte que l'organisation puisse être performante. Elle puisse être performante, cela veut dire qu'elle atteigne les objectifs pour lesquels elle a été créée. Mais deuxièmement aussi, lorsque ces objectifs-là sont atteints, qu'on puisse les avoir vraiment au moindre coût. Donc globalement, c'est comme ça que la performance peut être définie très rapidement. Mais ce qui se passe, c'est que à la tête de la plupart des organisations, ce qui arrive, ce n'est pas la suite d'une formation en gestion, mais aussi, ce n'est pas à la suite d'une acquisition d'un certain nombre de compétences. Parce que les compétences, on peut les avoir sur les bancs, mais on peut aussi les avoir à partir de l'expérience. Parce que la gestion, ce n'est pas la discipline, simplement, c'est une pratique. C'est vraiment une pratique. Et cette pratique-là, vous pouvez l'avoir sans forcément aller à l'école, mais vous pouvez l'avoir avec votre expérience. Vous pouvez l'avoir avec votre expérience. Mais dans tous les cas, il serait dommage que quelqu'un se retrouve à la tête d'une organisation qui n'a ni l'expérience, ni la formation qu'il faut. L'idéal est que la personne puisse avoir les deux. Avoir l'expérience et la formation. Cela lui permet d'avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir gérer les organisations. En cela, notre faculté peut vraiment accompagner la plupart des organisations, et la plupart des individus aussi, pour pouvoir acquérir ces compétences-là. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que les gens peuvent s'adresser à la faculté de gestion pour... Tout à fait, tout à fait. En fait, je ne sais pas si vous avez choisi l'actualité. Jusqu'à récemment, notre faculté n'avait que 2 programmes de master. Un programme de master 2 en économie et un autre programme de master 2 en gestion. Et notre diagnostic, nous avons constaté qu'il y a des besoins énormes dans le domaine. Vraiment, dans le domaine de l'économie et de la gestion, il y a des besoins énormes de formation. C'est ce qui a fait que vous voyez que notre étude dont j'ai parlé, l'étude de la gouvernance universitaire, nous avons dénombré 99% des formations dans le domaine du privé, c'est en gestion. 99%, c'est en gestion. Cela veut dire qu'il y a des besoins énormes. Malheureusement, notre faculté n'avait qu'un seul programme en gestion, ce qui fait que ceux qui sortent ne peuvent pas, ils finissent leur licence, ils n'ont pas l'occasion de rester à l'université Abdou Moumouni, et nous avons ouvert maintenant plusieurs masters. Nous avons ouvert 5 masters en gestion et 3 masters en économie où les gens puissent se former. Mais ça, je parle de la formation diplômante. Mais au-delà de la formation diplômante, nous sommes en train de réfléchir, parce que c'est déjà dans
dans notre programme d'activité et disons dans le plan stratégique que nous avons conçu pour qu'ils puissent avoir des formations continues. Des formations continues, notamment dans l'organisation des séminaires, l'organisation des formations qualifiantes. C'est destiné à des professionnels qui sont déjà en activité, qui peuvent venir se former, compléter leurs compétences pour être efficaces dans la gestion de leur organisation. Donc la faculté de sciences économiques et de gestion est vraiment ouverte à cette catégorie de personnes. Okay. Merci, professeur. Et de votre riche carrière, vous avez publié plusieurs articles dans votre domaine de compétences. Et bon, nous allons parler de quelques articles qui concernent directement le Niger, comme l'article sur la gouvernance d'entreprise et satisfaction des parties prenantes dans les entreprises publiques et une analyse du contexte nigérien. Oui. Ça, c'est un article qui a été publié récemment, en décembre 2022. Je l'ai copublié avec un de mes doctorants. Et qu'est-ce qui a été constaté sur le terrain au Niger? C'est que les entreprises publiques, tout le monde le sait et tout le monde le dit, parce que l'État même reconnaît cela. Il y a eu un forum récemment qui a été organisé sur la gouvernance des entreprises publiques au Niger. Tout le monde est d'accord que ce n'est pas efficace. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que nos entreprises publiques sont entre guillemets mal gouvernées. Et nous sommes partis sur ça. Et ça, c'est le contexte nigérien. Mais d'une manière générale, sur le plan théorique, beaucoup d'écrits montrent que les entreprises publiques, d'une manière générale, sont mal gouvernées. Et là, nous, on s'est dit, mais pourquoi, pour le cas du Niger, qu'est-ce qui se passe? Donc, on s'est dit qu'on veut comprendre qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et on a lié ça à l'efficacité, disons, la performance de l'entreprise publique. Une entreprise publique, on ne lui demande pas d'être performante sur le plan financier. On ne lui demande pas d'être performante sur le plan... C'est vrai, mais on lui demande surtout d'assurer le service public. Vous prenez la Nigélec, qui est une entreprise publique, on lui demande de nous produire du courant, de l'énergie, à tout moment et d'une manière continue. C'est ça qu'on lui demande. La société des eaux, on lui demande de nous fournir de l'eau constamment. On demande à Niger Telecom de nous assurer la continuité de la connexion tout le temps. C'est ça ce qu'on attend d'une organisation, d'une entreprise publique, parce que normalement c'est de la prérogative de l'État. L'État a concédé cela à l'entreprise publique. Mais l'État regarde. En général, à travers un organe de gouvernance, le Niger, la plupart des organisations de ce type-là, c'est un conseil d'administration. On s'est intéressé principalement aux organisations publiques qui ont un conseil d'administration, parce qu'il y en a plusieurs catégories. L'université, par exemple, est considérée comme une organisation publique, mais qui a un conseil d'université, on en a parlé. Mais là, on s'est intéressé aux entreprises publiques qui ont un conseil d'administration. Normalement, la plupart des entreprises, de ces entreprises, destinent leurs services à la vente. Bien que ça soit un service public, c'est destiné à la vente, mais c'est quand même un service public et l'État contrôle à travers le conseil d'administration, qui est l'organe principal de gouvernance, mais on considère que ce n'est pas efficace. Parce que le résultat est là. Nous, on s'est dit, mais pourquoi ce n'est pas efficace? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit efficace? Le contexte, c'est ça. On s'est intéressé à un certain nombre de critères de bonne gouvernance. Et parmi ces critères, vous avez la composition dont j'ai parlé, la composition du conseil d'administration, le nombre de membres du conseil d'administration, la manière dont les membres du conseil d'administration sont nommés, notamment le premier responsable qui est le président du conseil d'administration, etc., etc. Voilà les critères sur lesquels nous sommes partis.
Donc, pour résumer, vraiment, grosso modo, les résultats que nous avons trouvés, c'est que le mode de nomination du président du conseil d'administration, c'est ça qui a un impact sur le fonctionnement, de l'entreprise publique et qui a un impact sur les résultats. Les résultats que nous attendons ici, c'est la performance sociale. La performance sociale, c'est la satisfaction des usagers. Donc nous avons trouvé une relation stricte entre la manière dont le président du conseil d'administration est désigné et la satisfaction des usagers. C'est le résultat que nous avons trouvé. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous avons constaté que le président du conseil d'administration, la plupart du temps, est nommé par l'État. Le mode de désignation, c'est l'État qui désigne. Comment l'État désigne? Très souvent, ce n'est pas forcément ceux qui ont les compétences dans le domaine qui sont nommés. Et dès lors que la personne qui est nommée n'a pas les compétences pour pouvoir être un bon président du conseil d'administration, ça a automatiquement un impact sur le fonctionnement de l'entreprise publique. Et effectivement, tout de suite, ça va se sentir sur les résultats. Et le résultat auquel nous, on s'est intéressé ici, c'est la satisfaction des usagers. Donc ça, c'est vraiment d'une manière un peu ramassée ce que nous avons constaté. Bon, l'interprétation, et quand vous lisez le papier, vous allez voir qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Mais c'est très très intéressant ce que vous venez de dire parce que on voit au Niger, il y a certaines discontinuités de services publics par rapport à certaines sociétés ou entreprises publiques. Vous avez cité la Nigélec, il y a aussi en termes de santé, des établissements publics, les hôpitaux, etc. Et donc, souvent, les usagers rarement pensent à ces présidents du conseil d'administration, parce qu'on voit le problème ailleurs. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et donc, il y a un autre texte de cet article qui parle qui analyse des biais cognitifs dans le comportement de financement bancaire. On parle souvent ici de financement bancaire des entreprises au Niger. Et là aussi, c'est parti sur un constat aussi. Bon, comme vous le savez, dans le domaine en sciences sociales, on part toujours sur des problèmes, problèmes qui sont rencontrés. Là aussi, c'est toujours avec mes étudiants, parce que depuis notre retour, c'est vraiment, on s'est attaqué aux problèmes de gestion de notre pays d'abord. C'est notre préoccupation principale parce que le laboratoire, on dit les dynamiques managériales, nous, on veut avoir des impacts pour qu'ils puissent avoir des changements au niveau de la gestion des organisations d'une manière générale et en particulier les entreprises. Ce que nous avons constaté, et le constat c'est aussi unanime, parce que la BCAO, l'UEMOA l'ont reconnu avant nous. Les petites et moyennes entreprises et les toutes petites entreprises, les très petites entreprises, ont beaucoup de problèmes pour avoir accès au financement bancaire. Ça, c'est un constat. Et la BCAO et l'UEMOA ont mis en place un dispositif pour pouvoir accompagner notamment les banques qui accordent des prêts aux petites et aux moyennes entreprises. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et récemment, il y a eu un forum, toujours ici à Niamey, où le constat était là, amer. Et nous avons d'ailleurs présenté le papier là-bas. Et au moment où on avait commencé à travailler sur ce papier, on l'a présenté à un colloque
la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers dans les pays de l'UEMOA. Voilà le constat. La plupart des solutions qui ont été proposées, c'est de faire en sorte que les banques puissent accorder des prêts, mais au retour, on va accompagner les banques. Donc des fois, il y a des fonds qu'on met en place, il y a des facilités qu'on fait, mais aussi on fait des facilités aussi aux entreprises qui vont vers les banques. Aussi, on les informe, on les accompagne, on communique. Mais le problème est toujours là, on s'est dit pourquoi. Et là, on est parti un peu vers la psychologie. Parce que vous savez, la gestion, c'est une science qui est ouverte et qui accepte la plupart des autres sciences, notamment en sciences sociales. On s'est dit que, mais si c'était les entreprises elles-mêmes, les entrepreneurs elles-mêmes qui n'allaient pas vers les banques, les gens ne réfléchissent pas dans ce sens. Si eux-mêmes se disent « je ne vais pas, parce que je ne vais pas avoir, parce que. Voilà l'idée. Et effectivement, nous avons fait d'abord une analyse qualitative et nous avons interrogé beaucoup de responsables de petites entreprises qui sont des entrepreneurs. Nous avons échangé avec eux pour comprendre déjà. Et cela nous a permis de comprendre un peu la problématique, qu'est-ce qui se passe. Et après, nous avons fait une analyse vraiment quantitative, très poussée, pour mieux comprendre et valider nos hypothèses. Ce que nous avons constaté et qu'on n'attendait pas, il y a beaucoup de freins que l'entrepreneur même, quelles que soient les facilités qu'on lui fait, quelles que soient les facilités qu'on fait à la banque, ne vont pas partir. Il faut que ces freins-là puissent être cassés. D'abord, il y en a qui pensent que de toutes les façons, la banque ne va jamais nous accorder. D'abord, pour une raison ou pour une autre, ils décident comme ça. Mais principalement pour le cas du Niger, il y a une variable qu'on n'attendait pas, c'est que la variable religion. C'est ça. Voilà. Il y en a qui ne partent pas simplement parce qu'ils considèrent que c'est haram d'aller vers le prêt bancaire, le prêt à intérêt. Il y en a qui l'ont dit, on ne s'attendait pas parce que quand on est parti sur la revue de la littérature, nous on est parti sur d'autres variables, mais cette variable-là a surgi. Et effectivement, il y a beaucoup de freins, des freins purement psychologiques qui font que les entrepreneurs ne vont pas vers les banques parce que ils considèrent que soit c'est haram, soit de toutes les façons les banques ne donnent pas, soit quelqu'un leur a déjà raconté les problèmes qu'ils ont eu. Par exemple, moi je contacte un prêt et j'ai eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce que le peu d'économie que j'ai, je l'ai perdu parce que j'ai pris un prêt à la banque. Donc de bouche à oreille, je ne parle pas. Et c'est comme ça que on a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser ces freins-là. Il faut les casser. Tant qu'on ne les casse pas, on a beau mettre en place des dispositifs, les gens ne vont pas aller vers les banques. En tout cas, les petites entreprises, parce que les petites entreprises, c'est ce qu'on appelle une gestion personnalisée. C'est l'entrepreneur même, il n'y a pas d'outils de gestion très développés. Donc la personnalité du dirigeant et la personnalité de l'entreprise sont pratiquement confondues. Merci beaucoup. Et aussi, c'est ça qui a favorisé le développement du concept finance islamique. Oui, tout à fait. Oui, en fait, ça, c'est voilà, un autre volet. D'ailleurs, ça fait partie des éléments sur lesquels nous travaillons. Au César, nous avons mis en place un programme
finance islamique, un MBA avant de quitter. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons géré un programme célèbre en banque et finance. Et avec la crise des subprimes en 2007, aux États-Unis, vraiment on s'est interrogé. J'étais avec des grands spécialistes du domaine. Et une fois on discutait, on dit que est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Crise, ça a fait beaucoup de dégâts. Est-ce que la manière dont on enseigne la finance aujourd'hui, avec des produits dérivés, est-ce que c'est la bonne voie? On s'est beaucoup interrogé là-dessus. C'est à ce moment que nous avons eu l'idée, mais écoutez, pourquoi ne pas explorer ce qui se passe au niveau de la finance islamique? Moi, j'ai suivi une formation, j'ai fait un certificat de base en finance islamique. Et puis après, on s'est lancé dedans. Et cela a abouti à la création d'un MBA en finance islamique. Lorsque nous sommes rentrés au Niger en 2018, nous avons constaté aussi que au niveau de l'université islamique au Niger, il y a un DSS en finance islamique que nous accompagnons. Vraiment, on s'est beaucoup investi pour que ce programme-là puisse être fonctionnel, puisse être opérationnel. Et jusqu'à présent, nous continuons de les accompagner. On s'est dit que nous avons une proportion extrêmement élevée, très élevée de musulmans. Et à part la Banque islamique du Niger et quelques structures de microfinance, maintenant, une ou deux banques ont ouvert des fenêtres islamiques. C'est vraiment la banque conventionnelle. Et nous, on s'est dit qu'on va promouvoir la finance islamique. Il y a même une association qui a été créée dans ce sens pour promouvoir la finance islamique. Mais je rappelle que, ou bien je le dis, que la finance islamique, c'est la finance tout court. C'est vraiment, la seule différence, c'est la charia. C'est la charia, c'est basé sur la charia, mais sinon c'est la finance. C'est pour gagner de l'argent. Voilà, c'est pas social, c'est vraiment pour gagner de l'argent. C'est avant tout économique, mais c'est fondé sur les principes de la charia. Donc il y a les intérêts aussi. Oui, non, il n'y a pas d'intérêt, parce que s'il y a intérêt, on ne l'appelle pas. Il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices et non des intérêts. Et là, on accompagne vraiment ce programme-là pour qu'on puisse en sorte qu'il y ait des changements. Et dans certains programmes de notre faculté aussi, nous avons introduit des enseignements en finance islamique. Okay. Et les bénéfices vont aux clients ou bien à la banque? Non, en fait, comme je l'ai dit, je suis d'abord parti de ça que la banque fait de la banque. C'est-à-dire c'est l'intermédiation financière. C'est ça même son travail. Maintenant, jusque-là, dans la finance conventionnelle, la banque demande des intérêts. Tout simplement. Mais ici, dans le cas de la finance islamique, je ne suis pas un spécialiste, la banque fait des bénéfices. C'est ça la différence. C'est les bénéfices. Vraiment, dans l'opération, il faut que la banque puisse avoir un bénéfice et non des intérêts. Dans la finance conventionnelle, la rémunération de la banque, c'est des intérêts. Dans la finance islamique, c'est des partages du risque, des partages du bénéfice. Donc, c'est plus le bénéfice que la banque gagne. De l'autre côté, évidemment, le client paye les services de la banque. Avec les intérêts. Oui, quand vous me dites vous participez à une formation que notre faculté organise, évidemment, vous payez. Quand vous faites une consultation, vous payez. De la même manière, la banque vous rend un service, vous payez ce service-là. C'est ça. Mais ce n'est pas sous forme d'intérêt, c'est le service que vous payez. Donc, c'est du commerce. Voilà. C'est un achat de service que vous faites, un service qui est tangible. Ouais, c'est très intéressant de voir
les différences entre les types de finances. Professeur, vous avez été, et vous êtes aussi encore, membre de plusieurs sociétés savantes et organes scientifiques. Et bon, les sociétés savantes, président de la commission régionale pour la formation des experts comptables et financiers. Donc c'est des postes prestigieux. Président du conseil scientifique du centre de formation à l'expertise comptable de l'université Abdou Moumouni de Niamey, directeur du laboratoire, vous l'avez dit, de recherche sur les dynamiques managériales, et membre du jury de diplôme d'expertise comptable et financière de l'UMOA. Donc tout ça, c'est des postes prestigieux. Oui, bon, en fait, c'est lié à mon parcours. C'est lié à mon parcours. Le premier président de la commission régionale pour la formation des experts comptables et financiers, j'en ai parlé tout à l'heure. Et au niveau des pays de l'UMOA, disons de pratiquement tous les pays de l'Afrique francophone, avant que nous créions ce programme-là, au début, au niveau du CESAG, et les experts comptables, à quelques exceptions près, étaient formés principalement en France. La plupart des experts comptables les plus anciens que vous voyez étaient formés en France. Et la BCEAO et l'UMOA d'une manière générale a décidé de former les experts comptables dans notre zone. Et ça, c'est depuis 2000. Depuis l'année académique 2000-2001 que ce programme a été mis en place. Au début, c'est simplement le CESAC qui formait des experts comptables. Et après, ça a été ouvert à 2 établissements au niveau de la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, c'est ouvert à l'ensemble des pays de l'UMOA. Pourquoi je suis le président? Parce qu'au début, j'étais le secrétaire du jury qui a créé ce programme-là. À l'époque, j'étais conseiller du directeur général du CESAC. Le directeur général du CESAC m'a confié la gestion de ce programme régional et j'ai assuré ces fonctions-là depuis plusieurs années. Et lorsque le programme a décidé de mettre en place la commission régionale pour la formation des experts comptables et financiers, qui est comme un conseil d'administration de l'organe, c'était d'abord un collègue enseignant, chercheur professionnel en gestion du Mali, qui était le tout premier. Et à l'époque, moi, j'étais conseiller du directeur général, puis directeur général. Et quand moi, j'ai fini mon mandat, je suis rentré au Niger. Et le collègue qui a assuré les fonctions est parti à la retraite. C'est à ce moment que les ministres de l'enseignement supérieur de l'UMOA, parce que moi, c'est les ministres qui m'ont désigné. Et celui qui est désigné par les ministres de l'enseignement supérieur de l'UMOA devient automatiquement le président de la commission. Donc voilà, je suis devenu le président de la commission. Là. Merci beaucoup. Et en termes d'encadrement, vous avez encadré 15 thèses, 15 thèses encadrées. Et 4 en instance de soutenance, c'est beaucoup? Oui, bon, je ne dis pas que c'est beaucoup, c'est même pas assez. C'est pas assez. Oui, c'est pas assez parce que dans notre domaine en sciences de gestion, il n'y a pas beaucoup de professeurs d'abord et il y a beaucoup de besoins. Et si le directeur de l'école doctorale, peut-être qu'il va peut-être nous dire combien de dossiers il a en sciences de gestion, c'est là où il y a plus de demandes. En sciences de gestion. En sciences de gestion, il y a extrêmement de demandes. J'ai commencé à encadrer depuis 2005, parce que j'ai été agrégé quand j'étais au CESAC. C'est là où j'ai eu mon agrégation. J'ai commencé à encadrer, vous savez, de 2005 à maintenant, une quinzaine de thèses, ce n'est pas beaucoup, parce que ça fait quand même beaucoup d'années. Mais parallèlement à mes fonctions de directeur général, c'était pas facile. Mais la plupart de ceux que j'ai encadrés
quand je fais le point, il n'y a que 3 ou 4 Nigériens. La plupart, ce sont des Ivoiriens, des Béninois, Maliens, je crois, Sénégalais, et la plupart. Les 4 derniers qui vont soutenir bientôt, qui sont des Nigériens, mais avant eux, j'ai encadré, je crois, 3 Nigériens, donc ça va faire 7 Nigériens que j'ai encadrés sur la quinzaine. Okay. Donc je dirais que ce n'est pas encore, c'est pas beaucoup. Il reste beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là, parce que nous avons beaucoup de doctorants qui font la demande. Malheureusement, actuellement, c'est notre seul laboratoire qu'il y a au Niger. Et nous sommes simplement 2 qui sommes habilités à encadrer des thèses. Il y a le professeur Adama Taïrou qui est à l'université d'Ottawa et moi-même. Okay. Cela veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et le laboratoire, c'est vraiment un cadre idéal que vous avez créé pour former ces jeunes. Tout à fait, oui. Et alors, pour finir, quels conseils donnerez-vous à ces jeunes, justement? Les conseils traditionnels, vous le savez déjà en tant que professeur, c'est vraiment le travail. Il n'y a pas, dans notre carrière, il n'y a rien d'autre que le travail. Quand vous rentrez à l'université, parce que j'en ai recruté récemment 5 en sciences de gestion, et j'ai eu beaucoup de difficultés. Parmi ces 5-là, il n'y a aucun qui a été formé au Niger. D'ailleurs, c'est la première soutenance en sciences de gestion au Niger date de 12 février 2023, récemment. Récemment, c'est notre laboratoire. Depuis tout ce temps-là. Ce que je leur recommande, c'est de travailler, de se concentrer sur l'enseignement et la recherche. C'est ça simplement qui va faire en sorte qu'ils puissent faire carrière. Le laboratoire est à leur disposition. Nous avons une trentaine de membres au niveau du laboratoire l'ADIM. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul laboratoire en sciences de gestion dans le pays. Et ceux qui sont inscrits à l'université Abdou Moumouni, à l'université d'Ottawa principalement, et quelques-uns que j'ai retrouvés à Dosso, et puis à l'université de Maradi, à Zender, qui sont vraiment isolés. Je les encourage beaucoup à travailler, à faire de la recherche pour publier le plus rapidement possible, et puis d'aller dans les grades pour être vraiment des enseignants-chercheurs compétents dans leur domaine. C'est ce que je leur ai dit tout à l'heure, c'est ce que je leur dis tous les jours, travailler. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas faire carrière. Et c'est avec ça que vous allez avoir de l'impact positif sur votre société. Merci beaucoup, professeur. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le professeur Boubacar Baïdari, enseignant-chercheur au département de gestion à la faculté des sciences économiques et gestion de l'université Abdou Moumouni. Il est professeur titulaire agrégé des universités en sciences de gestion. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine interview dans les greniers des savoirs. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci de m'avoir Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.